Salut tout le monde et bienvenue à votre dernière capsule de ce cours de programmation orientée objet. On va avoir passé à travers toute la matière dans à peu près une vingtaine de minutes. Donc aujourd'hui, on parle de la gestion des exceptions. C'est une question qui est revenue souvent et qu'on a laissé en suspens tout au long de la session. Qu'est-ce qu'on fait lorsque une méthode ne peut pas fonctionner parce qu'elle reçoit une valeur invalide? Par exemple, un set reçoit une valeur invalide, un mutateur, donc, ou un constructeur reçoit des valeurs invalides. Qu'est-ce qu'il fait? On ne veut pas laisser l'objet non initialisé. On ne peut pas l'initialiser avec la valeur qu'on a reçue. Puis on n'est pas censé écrire à la console, on a toujours dit depuis le début, essayer de différencier l'objet de l'interface. Votre objet ne devrait pas faire des cout, ça devrait être le main qui s'occupe de ça. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Donc, si on se penche là-dessus un peu aujourd'hui, puis vous allez voir la façon officielle de gérer ça. Donc, déjà à la base, on a ce problème-là. Supposons qu'on a une classe C-fruit avec un set poids qui permet de setter le poids du fruit. Au poids qu'on a reçu. Mais on déclare le poids doit être plus grand que 0. Donc, interdit d'avoir un poids négatif qui est difficile à représenter physiquement. Puis un poids nul, c'est débattable. Est-ce qu'un fruit qui a un poids nul est un fruit? Est-ce que le fruit nul est un fruit? C'est une question très philosophique. Nous, ici, dans notre exemple, on décide que non. Donc, si le poids est en haut de 0, on le set tel que reçu. Et sinon, ben là, on écrit le poids est invalide. Pourquoi on vous dit depuis le début, ne faites pas de cout le plus possible, ne faites pas de cout dans vos classes, à moins qu'on vous le permette pour simplifier un traitement, là, mais la plupart du temps, ne le faites pas. Pourquoi on ne veut pas faire ça? Bien, parce qu'il n'y a pas toujours une console pour afficher les erreurs. Là, on fait cout parce qu'on sait que notre programme est dans une application console, mais ça ne sera pas toujours le cas nécessairement. Et si je fais un objet, une classe fruit, je voudrais bien qu'elle puisse être utilisée dans n'importe quel type de projet et qu'elle ne dépende pas à tout prix d'une console. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? Utiliser des boîtes de messages comme celle-là? Bien, encore une fois, ces boîtes de messages-là ne sont pas toujours disponibles dépendamment où est-ce qu'on va l'utiliser, dans quel genre d'application. Utiliser un fichier, ça, on peut supposer qu'un fichier, c'est toujours disponible, mais ce n'est pas super clair comme méthode de communication d'erreur, créer des fichiers avec des messages d'erreur dedans. En plus, c'est impossible pour le programme de récupérer d'une erreur. Il ne peut pas savoir qu'il y a eu un problème. L'utilisateur le voit, ce message-là passer, mais le programme, lui, ne sait pas si ça s'est mal passé ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'abord? Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Souvent, le premier instinct, lorsqu'on vous dit ne mettez pas le message, ça va être de faire quelque chose comme ça, d'utiliser la valeur de retour. Ça, j'ai souvent vu des étudiants faire ça, puis c'est vraiment pas une mauvaise idée du tout. On dit on va mettre une valeur de retour, puis on va retourner une constante poids invalide qui sera n'importe quoi. Là, mettons, je vais dire que je vais retourner un chiffre quelconque, 9999, et si la personne qui a appelé le set poids reçoit cette valeur-là, elle devra à ce moment-là savoir qu'il y a eu un problème, puis elle devra réagir. Évidemment, cette méthode-là, dans le but de faire court sur la diapo, est très mal foutue parce qu'il y a un return à l'intérieur d'un else, et donc, que retourne cette poids lorsque tout a bien été? Rien. Ça crée des problèmes. Donc, on devrait plutôt avoir un seul return à la fin, puis mettre dans une variable soit point valide ou soit 0, par exemple. Puis on retournerait 0 quand tout va bien, mettons. Donc, ça, c'est une possibilité. Beaucoup de librairies, de bibliothèques, on devrait dire bibliothèque en fait, on dit tout le temps librairie, c'est comme ça, vont fonctionner comme ça, vont vous proposer des méthodes qui retournent un code d'erreur, puis ça va être documenté dans la documentation qui vient avec la bibliothèque. Voici les codes d'erreur qui peuvent être retournés. Des fois, c'est tout simplement ça a bien été, ça a mal été, mais des fois, il y a des déclinaisons de mal aller. On va vous dire, c'est pour telle raison. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée du tout. Ça permet à ce moment-là de la fonction appelante de récupérer une erreur ou au moins savoir qu'il y a eu une erreur. Le problème, c'est que ça monopolise la valeur de retour. C'est très possible qu'il y ait des fonctions qui veuillent retourner quelque chose. Le set poids ne le retournait pas. Ça allait bien, retournait rien, mais si notre fonction retournait déjà quelque chose, la fonction appelante doit vérifier le code de retour. Ça peut alourdir un peu les programmes, quoique ça, c'est un peu pointilleux, mais c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on fait pour les constructeurs-destructeurs qui, eux, n'ont même pas de valeur de retour? Un constructeur ne peut rien retourner. Fait que là, qu'est-ce qui arrive quand c'est le constructeur qui se frappe à une erreur comme ça? Il va faire quoi? Lui, il va retourner quoi? Si c'est le constructeur qui a appelé set poids,
quand le constructeur reçoit la valeur de set poids pour dire « Oh, ça n'a pas fonctionné ton set, ton objet, je ne peux pas l'initialiser », qu'est-ce qu'il fait, lui? Ben là, c'est ça. Là, c'est là qu'on en est. On ne sait pas quoi faire dans ce cas-là. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va utiliser les exceptions. Donc ça, c'est la façon standard de gérer les erreurs en C++. Ça simplifie beaucoup la gestion des erreurs et ça fonctionne à l'aide de 3 mots-clés qui sont intégrés au C++. Throw, try, puis catch. Throw, ça veut dire lancer. Et catch, ça veut dire attraper. Donc, ça va ensemble. Il y a quelqu'un qui lance une erreur, puis il y a quelqu'un qui l'attrape de l'autre côté. Try, ça veut dire essayer. Donc, on va utiliser ça lorsqu'on essaie quelque chose qu'on sait qui peut nous lancer une erreur. Puis là, on est comme prêt à l'attraper. On est sur le qui-vive. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Donc, le throw, la personne qui fait le throw, c'est normalement la classe qui va dire « Je lance une exception en disant « J'abandonne. Ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas continuer avec des valeurs qui n'ont pas de sens comme ça. Je préfère tout lâcher. » Donc, c'est ce que le throw va faire. Lorsqu'on arrive sur un throw, on va lancer une exception. Et là, lorsqu'on fait un throw, on peut lancer n'importe quoi qu'on veut. Ça, c'est magnifique. On peut lancer une valeur numérique. On peut lancer un string. À ce moment-là, il faut quand même écrire string, puis mettre entre parenthèses la string entre guillemets comme ça. Ou on peut lancer un objet qu'on crée sur le champ ou qu'on a créé à l'avance. On peut lancer n'importe quoi. Tout est lançable. Lorsqu'on lance quelque chose, ce qui va se passer, c'est que la méthode qui est là va lancer l'exception et va arrêter immédiatement et on va revenir à l'appelant. L'appelant, lui, s'il n'a pas fait en sorte d'attraper les exceptions, il va recevoir cette exception-là et ça va le forcer à tout arrêter lui aussi et à revenir à son appelant à lui en lui relançant l'exception. L'exception passe à travers et ça va remonter les niveaux comme ça jusqu'à ce que quelqu'un attrape l'exception ou que ce soit le main qui la reçoivent et qui ne l'attrapent pas. Et à ce moment-là, le programme va planter. Donc, autrement dit, notre set poids qui est là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire « OK, j'ai reçu une valeur qui ne fait pas mon affaire, je préfère que tout plante plutôt que de continuer ainsi. » Donc, ça, c'est des principes, mesdames, messieurs. Puis, c'est pas fou, dans le fond, de fonctionner comme ça. Si on a des valeurs qui n'ont pas d'allure, on est mieux de planter pour signifier « ça ne marche pas ton affaire ». Plutôt que d'essayer de continuer avec des valeurs qui ne sont pas valides ou d'essayer de mettre n'importe quoi à la place. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, lorsque on va vouloir essayer quelque chose qui risque de planter? Comment on fait pour rattraper les erreurs? Donc, le throw va se faire, par exemple, dans notre classe et le try va se faire dans le main, généralement. Parce que le try, il va essayer quelque chose. Donc, on va mettre un bloc try et on va mettre dans le bloc try des affaires, des instructions qui potentiellement vont nous péter au visage. Donc, on fait juste dire « essaye ça, on va voir ». Si jamais il y a une de ces instructions-là qui lance une erreur, à ce moment-là, le bloc try est arrêté immédiatement. On ne va pas plus loin dans le bloc try. Et on saute au prochain bloc catch qui va suivre, qui traite la classe d'exception qui a été lancée. Donc, un bloc try vient toujours avec au moins un bloc catch. Donc, le bloc try, c'est pour dire ceci potentiellement va planter, je suis au courant, je l'essaie, et si ça va mal, voici des blocs catch qui vont traiter l'erreur. Là, les blocs catch, on peut en mettre autant qu'on en veut. Mais il faut au moins qu'il y en ait un, sinon le bloc try ne sert à rien. Donc, le bloc catch, on va lui dire qu'est-ce qu'il peut attraper. Donc, on peut avoir un bloc catch pour chaque type, par exemple. Si tu reçois un entier, voici ce que tu fais. Si tu reçois un string, on peut le mettre en référence constante, c'est une classique pour éviter la copie, voici ce que tu fais. Si tu reçois un objet de type exception ici, peu importe, on y reviendra, voici ce que tu fais. Et on peut à la fin mettre un catch-all en mettant 3 petits points carrément. Si tu reçois quelque chose d'autre que tu n'as pas attrapé déjà, voici ce que tu fais de façon générique. Donc, lorsque le try, une ligne dans le try génère une erreur, tout s'arrête, on saute au premier bloc catch, on regarde, est-ce que c'est ça que j'ai reçu? Non. Est-ce que c'est ça que j'ai reçu? Non. Et on continue jusqu'à ce que ça dise oui. Lorsque ça dit oui, on entre dans le bloc, on exécute ça. Et lorsque le catch est fini, on saute par-dessus tous les autres blocs catch. Donc, on va en faire uniquement un au maximum. S'il y a le 3 petits points, c'est sûr qu'il y en a un qui va s'exécuter. Au pire, ça va être lui. Donc, ils vont se tester dans l'ordre.
Donc, c'est pour ça que lui, on le met toujours à la fin. Et après ça, on s'en va, après le dernier bloc catch, continuer ce qui va se passer. Et là, on n'aura pas planté. Donc, c'est ça le principe du try catch, c'est qu'on sait que s'il y a un throw qui nous lance une exception, on ne plantera pas, puis on va récupérer à la façon qu'on décide. On peut changer une variable booléenne, puis être dans une boucle qui réessaie des affaires. On peut afficher des messages d'erreur, puis continuer. Ça dépend de comment on veut gérer les affaires. Donc, un petit exemple dans Visual Studio. Je reprends ma classe fruit qui contient un poids. J'ai un set poids. Je n'ai pas mis de get là, parce qu'on ne s'en servira pas, juste pour essayer. Et j'ai un constructeur. À l'intérieur, ici, mon set poids, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier si mon poids est plus petit ou, mettons, égal à 0, supposons, je lance le nombre moins 1. Je pourrais aussi lancer un string ou d'autres affaires, des objets. Sinon, je set mon poids. Donc, on va l'essayer comme ça pour voir. Puis mon constructeur, lui, il appelle set poids tout simplement. On va l'essayer comme ça. Tout ce qui est commenté, j'y reviens là, tantôt. Donc, je fais mon main ici et on va commencer par laisser faire tout ça. Mettons qu'on ne sait pas comment ça marche, les try catch. Et là, je me déclare un fruit que je vais appeler une pomme et que je dis qu'elle pèse moins 10 livres. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand je vais exécuter ça? Bien, tout simplement, ça va planter. Hop! Ça plante pourquoi? Parce que le throw du set a été lancé et n'a pas été attrapé. Donc, ça plante brutalement comme ça. Puis ça me dit, ça n'a pas marché. Puis là, ben, on peut faire comme pour n'importe quelle erreur. Donc, notre throw, ici, a forcé le programme à s'arrêter puis à planter. Parce que mieux vaut ça que de continuer avec des valeurs qui n'ont pas d'allure. Si je suis au courant que ça se peut que les choses plantent, ben, je vais pouvoir gérer ça intelligemment. Donc, par exemple, évidemment, si je sais que c'est interdit les négatifs, je ne vais juste pas en mettre. Mais supposons que je demande à l'usager, entre moi le poids de ton fruit, ben peut-être que lui, il va me mettre des négatifs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, je me fais une petite boucle, je dis au départ, il n'y a pas d'erreur, je lis ton poids, et là, j'essaye ceci. J'essaye de setter le poids du melon au poids que tu m'as donné, et j'écris qu'il a été créé. C'est une mauvaise idée de le déclarer dans le try directement. Mieux vaut le déclarer avant puis de le setter après. Parce que si je le déclare dans le try, il va n'exister qu'à l'intérieur du bloc try et dès qu'on va être sorti, il va se détruire parce qu'il a porté n'importe quel objet, c'est jusqu'à la collade fermante. Donc, il va s'arrêter ici, puis là, ben, il aura été construit, mais j'y ai plus accès. Donc, mieux vaut le déclarer avant et le changer ici. Et là, je peux attraper des erreurs. Donc, si je reçois un entier, je vais écrire erreur, puis je vais écrire le chiffre. Si je reçois un string, je vais l'écrire. Bon. Puis, si je reçois quelque chose d'autre qu'un int ou un string, je vais juste écrire erreur. Dans tous les cas, je mets erreur à true, ce qui fait que tant que je suis en erreur, je vais recommencer ceci. Fait que là, j'ai fait un main qui est capable de gérer les erreurs et de récupérer. Donc, si j'écris moins 9, il va me dire « Ah, tu as reçu l'erreur moins 1 ». Et là, on est à la fin des catchs. Et on recommence la boucle. Si j'écris 0, tu as reçu encore l'erreur moins 1. Si j'écris 8, le melon est créé. Et là, après les catchs, on sort de la boucle et on sort du programme. Donc, c'est très simple. Ce que ça implique ici, c'est une bonne division des choses. C'est le fruit qui sait c'est quoi les poids valides et invalides. Le main ne devrait pas tenter de vérifier est-ce que c'est le poids qui m'a entré négatif. Si oui, j'y en redemande un autre. Il devrait se fier au fruit. Il devrait dire... Moi, je n'ai pas à savoir comment ça marche. Je lui passe ce que l'usager m'a donné. Si ça ne marche pas, le fruit va me le dire, je vais l'attraper et je recommencerai. Il s'arrangera bien avec ses affaires. Donc, ce n'est pas le main qui fait la validation, c'est le fruit. Le fruit lui fait sa validation, lance une exception si ça ne fait pas son affaire. Le main lui fait des tries, attrape les exceptions s'il y en a, puis c'est comme ça que les choses sont bien gérées. Donc, ça, c'est la façon standard de faire ça. Si j'avais fait en sorte que mon fruit lance un string à la place de lancer un nombre, ben à ce moment-là, je me serais retrouvé dans ce catch-là à la place qui aurait affiché le string reçu, tout simplement. Donc, si je mets moins 9, hop, ça permet de passer un message d'erreur très clair puis de l'afficher, plutôt que de retourner un code. Par contre, les codes peuvent vouloir dire des choses différentes. Ça peut être documenté si vous recevez moins 1, c'est ça. Si vous recevez moins 2, c'est d'autres choses. Donc, une autre possibilité qu'on a,
on avait dit tout à l'heure, vous pouvez lancer n'importe quoi, même des objets. Bien, vous pouvez lancer un objet qui est fait pour ça, c'est-à-dire une exception. Une exception, c'est un objet en soi qui fait partie de la librairie standard de C++. Il faut simplement inclure exception, qui est une bibliothèque donc, qu'on va pouvoir après ça utiliser. Et l'exception, je la construis en lui passant un message d'erreur dans un string. Ce n'est pas tout à fait un string, on va le voir, mais ça revient un peu au même. Je lui passe quelque chose. Puis là, par exemple, je pourrais dire, mettons, si mon truc ne marche pas, si je suis en bas de 0, lance le fait que le poids est négatif. Puis si c'est 0, lance l'exception poids nul interdit. Puis sinon, set-le. Donc, on peut, par exemple, faire ça. Le principe d'une exception, c'est que c'est un objet qui enrobe un message d'erreur. Lorsqu'on le reçoit du côté du main, on peut catcher des exceptions. Donc, on attrape l'exception, comme ça. Oups, pardon. On viendra à l'autre petite partie tantôt. Donc, je peux attraper des entiers, des strings, je peux attraper n'importe quoi. Je peux aussi attraper des exceptions. Habituellement, quand c'est un objet, on le met en référence constante. Ça va plus vite. Puis, on est sûr qu'on ne peut rien modifier. Et regardez si c'est nice, dans l'exception qu'on a reçue, on lui donne le nom qu'on veut. Là. Pareil comme pour les entiers, les strings, on lui donne le nom qu'on veut. C'est un paramètre, comme dans une fonction. Il le reçoit et il peut l'utiliser. Mais à l'intérieur de l'objet qu'on a attrapé, il y a la méthode what qui va nous retourner la phrase qui a été passée à l'exception, à sa création. Donc, si, par exemple, j'ai négatif, c'est poids négatif. Si j'ai 0, c'est poids nul interdit. Donc, l'exception, c'est un peu comme un objet qui enrobe un string et on peut accéder au string avec la méthode what. La dernière petite notion que je vais vous montrer, c'est que c'est possible de faire nos propres exceptions. Sachant que la classe exception existe, on peut se créer notre propre exception qui dérivera de la classe exception. Donc, je me fais, par exemple, une exception fruitée que je veux utiliser avec mes fruits. Je dis, OK, c'est un dérivé de l'exception. Donc, elle hérite de tout ce qu'il y a dans une exception, mais en plus, on peut rajouter des trucs. Et qu'est-ce qu'on va rajouter généralement? Bien, des attributs qui donnent des informations supplémentaires sur la situation, en plus d'un simple message. Fait que, par exemple, je vais mettre le poids que j'ai reçu dans un attribut ici. Mon constructeur d'exception fruitée va recevoir, et là, c'est là que je vous disais, c'est pas tout à fait un string, c'est un pointeur constant vers un char. Donc, c'est comme un tableau, en fait, qui va se faire. C'est comme un tableau dynamique de char. Donc, c'est un pointeur constant vers un char. Donc, retenez simplement ça. Au pire, si vous ne comprenez pas tout à fait pourquoi, c'est de la vieille notation du temps du C. Et on reçoit aussi le poids que je veux. Donc, je vais dire, quand je crée une exception fruitée, tu me passes un message d'erreur, puis tu me passes aussi le poids qui est invalide que tu as reçu. Moi, je vais passer le message d'erreur à l'exception, mon parent, et je vais dealer avec mon attribut à moi. Il pourrait y avoir 3-4 autres champs là-dessus. On pourrait dire, quand il y a une exception, je vais setter 4 affaires qui vont bien décrire la situation. Et la personne qui va l'attraper aura accès non seulement à un message d'erreur, mais à tout un tas de données. Donc, lorsque ça c'est fait, mon exception fruitée existe, bien, dans mon fruit, je peux inclure cette classe-là et je peux décider de lancer une exception fruitée. Donc, par exemple, je peux dire, tiens, j'ai ma propre exception à moi. Donc, si le poids est trop gros, mettons, je vais dire que c'est impossible un fruit plus gros que 50 livres, mettons, je ne sais pas trop. Là, je vais, à ce moment-là, dire, si mon poids est trop gros, je lance une exception fruitée que je crée sur le champ en disant poids trop gros et je te passe le poids que j'ai reçu pour t'informer de c'était quoi le problème. Voilà. Dans tous les autres cas, je laisse ça comme ça. Fait que là, j'ai plusieurs possibilités. Évidemment, c'est très rare qu'un objet va utiliser toutes ces façons-là, lancer une exception à lui, une exception générique, un nombre, un string. Généralement, ça va être toujours la même chose, mais c'est pour vous montrer qu'on a plein de possibilités. D'habitude, on en choisit une, puis on stick à celle-là pour notre objet. Donc, dans le main, ben, je peux, à ce moment-là, rajouter un catch. Je peux recevoir une exception fruitée. Toujours en référence constante parce que c'est un objet. Et là, j'ai accès à what, qui vient de son parent, l'exception, qui va me donner le message. Mais j'ai aussi accès à poids reçu,
qui est ma donnée supplémentaire pour dire j'ai reçu ce poids-là qui est invalide. Donc, par exemple, vous voyez ce que ça donne. Ceci va se déclencher uniquement lorsque je vais avoir un poids qui est plus grand que 50. Dans tous les autres cas, je continuais à faire ce que je faisais avant. Donc, mettons que j'essaye moins 9, poids négatif, 0, poids nul interdit. Si j'écris 66, poids trop gros, 2,66. Donc, j'ai reçu mon message d'erreur et ma donnée en plus. Bon, évidemment, c'est une donnée un peu inutile dans ce cas-ci, puisque c'est la même chose qu'on a déjà reçue. Le main l'a déjà, cette information-là, mais c'est juste pour vous donner un exemple. On pourrait mettre des affaires là-dedans. Et si je mets 5, bien là, le melon est créé et ça marche. Faites attention à l'ordre de vos catchs. N'oubliez pas que les catchs sont testés dans l'ordre. Et dès qu'il y en a un qui marche, on s'arrête là et on ne fera plus les autres. Par exemple, si je fais mon exception fruitée, après l'exception générique, je vais tomber dans l'exception générique en premier. Parce que, mettons que c'est de même, que je fais ça comme ça, une exception fruitée, c'est une exception. Parce qu'il dérive de l'exception. Donc, lorsqu'on arrive ici, il va entrer là. Et il n'ira jamais ici. Donc, comme une exception fruitée est une exception, le catch exception va attraper les exceptions fruitées, mais sans donner accès aux données spéciales ici, il va les traiter comme des exceptions. Donc, il faut absolument le mettre avant. C'est plus cohérent comme ça. De la même façon, le 3 petits points, si on le met avant d'autres choses, c'est lui qui va être attrapé en premier, puis on n'ira jamais plus loin. Le 3 petits points fonctionne pour être sûr qu'on ne plante jamais. Par contre, il ne nous donne aucune information sur ce qui s'est passé parce qu'on n'a pas de paramètres. Donc, évidemment, c'est juste une espèce de catch-all qu'on met à la fin. Normalement, on est supposé savoir ce qu'on va attraper. C'est supposé être documenté qu'une fonction peut lancer tel ou tel type d'exception. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'en faire toute une série comme ça. Mais c'est juste pour vous montrer que c'est possible. Alors voilà, c'est ça la gestion. Alors voilà, c'est ça la gestion des exceptions. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez tout ça également dans le PowerPoint. Sachez aussi que c'est possible de relancer une exception qu'on a déjà attrapée. Donc, si j'attrape une exception, je fais quelque chose et je fais juste écrire throw. Ça relance ce qui a attrapé au suivant, qui lui aura à la rattraper de nouveau. C'est quand même rare qu'on va faire ça, par contre. Ici, la méthode noExcept, je ne vous recommande pas de l'utiliser. Donc, je passe par-dessus sans l'expliquer. N'utilisons pas ça. Et les exceptions, ben, il en existe déjà plusieurs dérivés qui existent déjà. Parfois, il va y avoir des fonctions standards qui vont lancer ces exceptions-là. Donc, vous pouvez voir ça dans la documentation et être prêt à ce moment-là à les attraper s'il arrive quelque chose qui ne va pas. Il faut tout le temps lire la doc, ça va nous dire cette fonction-là peut-être va vous lancer telle exception. Donc, en attrapant le bon type d'exception, on a accès à toutes les données pertinentes.